Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, Léonard, Grégory, Arton, Corentin et moi-même allons vous présenter les bulles spéculatives au travers de divers exemples et d'une analyse de cas. Cette présentation sera divisée en 4 parties. Tout d'abord, Grégory vous parlera de la bulle des bulbes de tulipes. Ensuite, Arton vous présentera la bulle immobilière qui a donné lieu à la crise des subprimes. Puis, Corentin vous exposera quelques généralités pour les bulles spéculatives et les illustrera avec l'exemple du Bitcoin. Et pour terminer, Léonard et moi allons vous parler de l'intelligence artificielle afin de déterminer s'il s'agit ou non d'une bulle spéculative. Pour cette première partie de présentation, je vais vous présenter la prétendue première bulle spéculative connue, la crise de la tulipe ou la tulipomanie. Alors quelle est donc l'origine de cette crise? Entre 1500 et 1550, il y a un fort engouement pour l'horticulture et le jardinage dans le milieu bourgeois européen, surtout dans les Provinces-Unies, c'est basiquement les Pays-Bas actuels. De 1550 à environ 1615, il y a de plus en plus d'importations de nouvelles espèces de plantes rares, comme le jasmin, le lilas et la tulipe. Rapidement, la tulipe devient une mode dans le milieu du jardinage hollandais, si bien qu'avant même la venue de la crise, il y a déjà des voleurs qui viennent déplanter les bulbes de tulipes pour les revendre. Puisque les possibilités de croisement sont très vastes pour la tulipe, des catalogues illustrés sont imprimés afin de montrer tous les hybrides existants. Ces catalogues popularisent grandement la tulipe et toutes les classes sociales sont touchées par cette mode. Rapidement, les producteurs utiliseront ces catalogues illustrés comme base pour la création de catalogues commerciaux avec les bulbes disponibles, le résultat lors de la floraison et le prix. Certaines tulipes peuvent être modifiées par un potivirus, c'est un virus qui infecte les bulbes des tulipes, donnant à la fleur une couleur marbrée. Et même si ce sont des fleurs malades, le public les apprécie bien plus que les saines. Il faut dire qu'elles sont très jolies et fleurissent quand même normalement. Maintenant, on peut se demander c'est quoi une tulipe et comment une crise a pu se créer autour d'une simple fleur. Tout d'abord, la tulipe est une plante à bulbes. La floraison des bulbes se fait entre avril et mai seulement. Il faut également savoir que le potivirus ralentit la production de la plante. Mais comme dit précédemment, la demande est tout de même élevée pour les bulbes infectés. Du coup, en allant plus loin, c'est quoi un bulbe et ça vient d'où? Alors, un bulbe est créé à partir d'une graine qui se trouve sur la plante. Si on veut recréer des nouveaux bulbes, il faut donc attendre la floraison pour récupérer les graines. Un bulbe arrive à maturité, c'est-à-dire qu'il peut fournir une fleur, seulement au bout de 7 à 12 ans. Donc, on peut reproduire de nouveaux bulbes seulement tous les 7 ans minimum, ce qui demande beaucoup de temps. Une fois qu'un bulbe a fleuri, le bulbe mère disparaît et crée des sous-bulbes, qu'on appelle des cailleux. Ces cailleux peuvent être déplantés et replantés pour créer de nouveaux bulbes plus rapidement que le processus normal. Mais le potivirus handicape la création de nouveaux cailleux. Et il est possible de déplanter et replanter n'importe quel bulbe seulement entre juin et septembre. Du coup, il n'est possible d'acheter des bulbes au comptant directement chez le producteur qu'entre juin et septembre. Mais comment faire le reste de l'année quand on veut acheter un bulbe de tulipe? Eh bien, la solution, ce sont les contrats à terme. Alors, une vente ou un achat à terme est un contrat qui fixe une date de vente ou d'achat dans un futur, ça peut être par exemple une année, pour une certaine quantité à un certain prix. Tout ceci est fixé au moment de la création du contrat, ce sont donc des promesses de vente ou d'achat. C'est autour des années 1630 que les contrats à terme deviennent de plus en plus populaires pour l'achat de bulbes de tulipes. À noter qu'il n'y avait pas de chambre de compensation. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. En 1634, les Français commencent également à augmenter leur demande en bulbes aux Pays-Bas. C'est à ce moment que les spéculateurs entrent sur le marché à terme des bulbes, car ils sentent la demande augmenter. C'est ainsi qu'une bulle se crée autour du prix à terme. En 1635, et puisque la spéculation fait de plus en plus augmenter le prix à terme, on offre d'acheter des parts de bulbes. Ainsi, un bulbe peut avoir plusieurs propriétaires. En 1636, il y a tellement de trafic, de vente et d'achat de contrats à terme, qu'une bourse à terme se crée. On négocie les contrats à terme, on les revend, on les rachète, et cela attire énormément l'attention, si bien que beaucoup de monde, dans toutes les classes sociales confondues, tentent leur chance à la bourse des tulipes, et ce, même s'ils n'avaient aucune envie d'avoir des tulipes. Pendant ce temps, en revanche, le prix du bulbe acheté directement chez le producteur au comptant entre juin et septembre reste correct. Le prix a certes augmenté à cause du prix à terme de plus en plus élevé, mais il reste assez normal, ce qui est assez particulier. En 1637, il y a une demande extrême pour les bulbes malades qui sont bien plus rares et difficiles à produire que les bulbes sains. Puisque les bulbes n'arrivent à maturité qu'après au moins 7 ans,
Les gens vendent et achètent des bulbes qui n'existeront tout simplement jamais ou dans très longtemps. L'offre réelle des bulbes est largement inférieure à la demande, mais les offres de contrats sont de plus en plus nombreuses. Le résultat de tout ceci est que l'on arrive à des prix records de revente de contrats allant jusqu'à 7 700 florins, ce qui fait environ 89 000 francs suisses. Évidemment, puisque tout le monde tente d'acheter et de revendre leurs contrats à terme, les prix de ces derniers deviennent si élevés que plus personne ne peut se les offrir. Puisque le public n'arrive plus à acheter de bulbes avec un contrat à terme, il décide d'être un peu patient et d'attendre car le prix d'un bulbe entre juin et septembre reste bas. Tout le monde réalise soudain l'absurdité de cette mode autour des contrats à terme pour de simples bulbes de tulipes, et entre février et mars 1637, le prix à terme chute totalement jusqu'à revenir normal. Je l'avais mentionné précédemment, il n'y avait pas de chambre de compensation. Cela veut dire qu'aucune réelle autorité était derrière tous les contrats qui ont circulé durant cette période, si bien qu'aucun contrat à terme n'a été honoré après la chute du prix. Alors, est-ce que c'était vraiment une bulle spéculative ? Déjà, on a très peu de sources sur cet événement, à part quelques contrats retrouvés et des articles satiriques sur la spéculation de cette époque. Le premier à avoir ressorti cette crise des cartons et l'avoir réellement analysée était Charles Mackay, un journaliste écossais qui a publié en 1841, donc 200 ans après les faits, son ouvrage Extraordinary Popular Delusions and the Menace of Crowds. Et il s'est basé sur des sources très maigres, si bien que de nombreux économistes du XXe et XXIe siècle ont réfuté ces théories, comme Madame Anne Goldgar, dans son ouvrage Tulip Mania, publié en 2007. Madame Goldgar, entre autres, pense qu'il ne s'agissait pas d'une crise à grande échelle, comme le pensait Mackay. Elle pense que la crise avait touché uniquement une partie bourgeoise d'Amsterdam, mais surtout, et puisque la bulle ne touchait que le prix à terme des bulbes, en particulier des bulbes malades, il ne s'agirait pas d'une bulle spéculative à proprement parler. Alors c'est quoi une bulle spéculative à proprement parler ? Pour comprendre les bulles spéculatives, la crise des subprimes est un parfait exemple. Dans cette partie, je vais donc détailler le fonctionnement, les causes et les conséquences de cette crise apparue en 2008. Lorsqu'on achète une maison, la plupart du temps nous n'avons pas le montant nécessaire pour l'acheter. Donc, la banque nous propose un crédit, ce qu'on appelle une dette hypothécaire du côté du client, pour acheter cette maison. Une fois le prêt octroyé par la banque, le client achète la maison. En échange, le client s'engage à rembourser ce crédit avec des intérêts. C'est comme ça que la banque s'enrichit. Si le client a un revenu suffisant pour rembourser cet emprunt dans les temps et sans oubli, c'est donc un prêt à risque faible appelé prime. Lorsque le client a un revenu limite et n'est pas certain de pouvoir rembourser la banque, c'est un prêt à risque élevé appelé subprime. Les raisons qui ont causé la crise des subprimes sont diverses et variées. Cependant, il existe 6 causes majeures. La première cause est que sur un prêt de la Banque fédérale américaine, qu'on appelle la Fed, le taux d'intérêt était particulièrement bas à cette période, avoisinant environ les 0,2%. Cette première cause a eu un impact direct sur la situation économique. Beaucoup d'investisseurs ont quitté le marché car il ne rapportait plus assez. En effet, si un investisseur investit 10 000 $, il ne reçoit que 20 $, ce qui est ridiculement faible par rapport à l'investissement initial. Ce départ massif d'investisseurs est la seconde cause de la crise des subprimes. La troisième cause est la spéculation massive sur l'immobilier, bien plus rentable à cette période. Les investisseurs se tournent donc en masse vers l'immobilier. Combiné à cela, l'État incite les ménages américains à acheter des maisons et par conséquent investir dans l'immobilier. Cela amène à une augmentation drastique du nombre de ménages américains propriétaires. Cette augmentation est la quatrième cause et implique la cause suivante, qui est l'accord de prêt massif. À l'époque, l'État ne limitait pas sa propagande sur l'investissement immobilier qu'aux ménages. Il incitait également des banques américaines à prêter à tous les ménages afin de leur permettre d'acquérir leur maison. Ceci implique donc plus de prêts aux subprimes, donc les personnes qui ont un risque beaucoup plus élevé de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes. Vu l'engouement de l'État et des politiciens, les investisseurs et ménages pensent respectivement que l'investissement et l'emprunt comportent un risque faible voire quasi inexistant. Ceci est la sixième cause majeure de la crise des subprimes. Les banques prêtent de l'argent aux particuliers. Les ménages empruntant possèdent donc ce qu'on appelle une hypothèque. C'est un document stipulant que si le ménage ne rembourse pas le crédit à la banque, cette dernière a le droit de saisir la maison. Avec l'arrivée massive d'investisseurs sur le marché immobilier, les banques transforment leur hypothèque en titres. C'est ce qu'on appelle la titrisation. La titrisation consiste à transformer une hypothèque en objet virtuel ayant une valeur en bourse.
Les titres sont composés de crédits à faible, moyen et haut risque. La proportion entre ces trois types de crédits détermine la note que l'on attribue au titre. Par exemple, la note AAA est attribuée à un titre dont le risque est presque nul. Pour remonter les notes des titres, il existe des assurances que l'on appelle swap qui garantissent un remboursement. Les hypothèques sont donc transformées en titres et deviennent cotées en bourse. C'est ce qui attire de plus en plus d'investisseurs, de fonds de placement, etc. Suite à cela, les crédits pour les maisons n'appartiennent plus aux banques, mais aux investisseurs et aux fonds de placement. Comme je l'ai mentionné précédemment, la demande de la part des investisseurs pour des titres immobiliers ainsi que la demande des ménages pour des crédits immobiliers augmente fortement. Pour continuer à pouvoir vendre des titres aux investisseurs, les banques font des crédits à de plus en plus de ménages pas forcément solvables et de ce fait, les crédits sont de plus en plus risqués, autrement dit des subprimes. En ayant fait des crédits de plus en plus risqués, les défauts de paiement commencent à se multiplier et les banques doivent donc récupérer les maisons et les revendre. Simultanément, les investisseurs commencent à se retirer du marché immobilier. Tout cela combiné amène à une vente massive de biens immobiliers, au début à des prix très élevés, afin que les banques récupèrent le montant prêté. Cependant, aucun ménage n'est capable d'acheter ces maisons, les prix de l'immobilier chutent violemment et les banques perdent de l'argent. C'est l'éclatement de la bulle. Par conséquent, le prix de l'immobilier est en chute libre et les banques ne parviennent pas à récupérer l'argent investi. Comme les crédits accordés aux subprimes représentent 25% des crédits des banques, le manque à gagner est énorme. Les titres qui étaient rentables et s'échangeaient facilement se transforment en obligations toxiques et ne s'échangent donc plus. De ce fait, tout comme les banques, les investisseurs et fonds de placement possédant encore des titres perdent également de l'argent. Pour sauver les banques qui sont toutes en faillite, l'État doit leur prêter des milliards pour que le système économique ne s'effondre pas. La célèbre banque Lehman Brothers ne va pas être aidée par l'État et va donc faire faillite. Cela a pour conséquence d'engendrer une panique mondiale. Pourquoi ? Car Lehman Brothers était une banque puissante à l'époque et personne ne pensait qu'un jour elle allait faire faillite. Les banques européennes et mondiales commencent donc à avoir peur et décident de ne plus s'échanger entre elles. La crise au départ américaine se transforme en crise mondiale. Comme mes camarades vous ont donné des exemples de bulles financières, je vais maintenant essayer de théoriser ces concepts et vous parler du coup de qu'est-ce qu'une bulle financière en essayant de définir ceci, aussi appelée bulle économique, bulle de prix ou bulle spéculative. Donc d'abord on va parler de qu'est-ce qu'une bulle économique. Ensuite je vais essayer de vous montrer des étapes de comment est-ce qu'une bulle financière peut exister et puis finalement je vais vous parler de pourquoi est-ce que c'est une bulle et est-ce que c'est pas tout simplement un bon investissement. Donc une bulle spéculative c'est quoi? Déjà pourquoi on dit le mot bulle? Donc la particularité d'une bulle de savon c'est qu'elle va petit à petit décoller et finalement s'envoler dans le ciel jusqu'à ce qu'elle explose, qu'elle éclate. Et donc on peut retrouver ça dans la courbe d'une bulle spéculative. Donc comme vous pouvez voir le graphe là avec l'axe des X le temps et l'axe des Y la valeur de l'action, une courbe décrite par une bulle financière va donc suivre ce chemin-là. Donc au début il y aura des petites fluctuations, une montée, et cette montée va toujours plus s'accentuer en fonction du temps. Donc au début, la phase de décollage, dans la phase cachée, on va avoir des investissements sûrs, c'est-à-dire que c'est des investisseurs qui vont penser que le prix de l'action est la valeur normale de l'entreprise ou de cette action. Et ensuite, il y aura un léger décollage de cette action qui va arriver dans la seconde phase, c'est-à-dire la prise de conscience que c'est un bon marché. Donc que les investisseurs institutionnels vont commencer à venir, les vrais investisseurs, entre guillemets, ils vont se rendre compte que c'est un truc où on peut se faire de l'argent et du coup, bien sûr, ils vont être attirés par cela. Et du coup, ils vont commencer à faire un bon décollage, ils vont commencer à acheter beaucoup d'actions et au bout un certain moment, il y aura ils vont se rendre compte que le prix de l'action sera supérieur à sa réelle valeur et du coup, ils vont commencer à faire un piège baissier, ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire un investissement à la baisse en fait, genre
se rendent compte que la valeur est trop élevée, du coup ils vont se dire ah je pense que ça va baisser. Donc on aura une légère baisse. Après cette baisse, il y aura un événement important qui est souvent la médiatisation de cette action ou le bouche à oreille. Les gens vont commencer à beaucoup parler de cet investissement et on va arriver dans la phase publique qu'on dit aussi une mania. C'est que tout le monde va commencer à s'intéresser à cette action et va acheter cette action. Donc avec différentes sous-phases, au début il y aura juste un léger enthousiasme, les gens vont commencer à parler de cette action, ils vont se dire ah on peut se faire de l'argent, enfin on voit que ça monte la courbe. Ensuite il y aura une phase de cupidité, donc les gens vont se dire ah super on peut se faire plein d'argent, ils vont souvent comparer le début du prix par rapport au prix de cet instant-là, et finalement une phase d'illusion où là ça sera carrément des prix déraisonnables. On a tous entendu par exemple les fameux 4 centimes du Bitcoin qui étaient arrivés à 20 000 $, et du coup, de plus en plus, ça va s'accélérer ce phénomène, et ça va arriver à un pic. Ensuite, à ce pic, là, paf, la bulle explose, un éclatement de la bulle. Du coup, c'est ici que tout le monde va commencer à vendre ses actions, parce que tout le monde se rend compte que il faut se faire de l'argent, il faut capitaliser, parce que ça atteint un sommet que ça ne pourra pas aller plus haut. Et du coup, tous les gens qui auront acheté les actions précédemment sur cette courbe, comme vous pouvez voir, ils vont commencer à tous vouloir vendre en même temps, ce qui va faire une baisse. Ensuite, avec la baisse, il y aura normalement une légère hausse, parce que tout simplement, il y aura de nouveau des actions sur le marché dans un grand nombre, et du coup, si certaines personnes n'auraient pas pu acheter avant parce que c'était trop cher, les actions, ils vont pouvoir acheter à ce moment-là. Mais vu que tout le monde se rend compte que la valeur était beaucoup trop élevée par rapport à son réel intérêt, ça on en reparlera encore juste après, ça va continuer à baisser, les gens vont commencer à savoir que vraiment ça baisse, et du coup ils vont prendre peur, ils vont essayer de retirer leur argent, enfin tout ce qu'ils pourront retirer, ils vont essayer de capitaliser du coup, et finalement ça va arriver tout le monde va perdre de l'argent, très souvent, comme les histoires d'avant qui vous ont été racontées, tout le monde va perdre de l'argent, ça va arriver à un stade beaucoup plus bas que la croissance moyenne de cette action, et du coup là c'est vraiment la ruine pour tout le monde si j'ose dire. Et finalement souvent, vu que la valeur sera inférieure à sa réelle valeur, les gens vont commencer quand même au bout d'un moment à rehausser cette valeur de l'action. Donc maintenant, je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'une bulle éclate. Pourquoi c'est pas simplement comme il y a eu plein d'entreprises qui ont juste réussi, qui ont juste eu des valeurs de l'action qui ont fortement augmenté, comme par exemple Apple, Amazon, Facebook, toutes les grandes entreprises qu'on connaît. Du coup, il y a différentes phases. Au début, il y aura une légère anticipation exagérée sur la croissance de cette entreprise. Donc les gens vont surévaluer les titres, ils vont penser que vraiment ça va monter. Et ça d'ailleurs on le voit encore beaucoup plus tard, l'anticipation exagérée c'est tout au long de la croissance de cette courbe. Ensuite, flairant le bon filon, des investisseurs vont commencer à vouloir se faire de l'argent. Ils savent qu'ils peuvent se faire de l'argent sur ce genre de bulles spéculatives, du coup ils vont voir que la valeur est élevée, ils vont commencer à investir. Suite à ça, vu que beaucoup d'acheteurs vont arriver sur le marché, il y aura un déséquilibre du ratio acheteur-vendeur, ce qui va faire que les titres vont devenir plus chers et que beaucoup moins de gens vont vouloir vendre. Et ce qui va faire que cette courbe va devenir d'autant plus prononcée, la dérivée va être plus importante, et donc les gens vont se dire on peut encore se faire de l'argent, ça monte encore plus, du coup il faut encore plus vouloir acheter, et ainsi de suite. Donc on aura affaire à une accélération de la hausse du prix des actifs. Ensuite, on va atteindre une valeur très supérieure à la valeur intrinsèque de l'action, et tous les acheteurs vont vouloir faire une plus-value sur ce qu'ils ont investi, c'est normal, ils ne vont pas vouloir perdre de l'argent, et ils vont vouloir tous sortir du marché. Ce qui va faire une vente massive des titres, un vent de panique, et donc d'un crash de l'action. Puis, ça va juste revenir à la normale. Maintenant, sur cette slide, attention toutefois, cette source vient d'un site pro-Bitcoin. Mais on peut voir que le Bitcoin a eu plusieurs fois, comme beaucoup d'autres crypto-monnaies, mais le Bitcoin particulièrement, vu que c'était la première crypto-monnaie qui a vraiment fonctionné, qui a vraiment été popularisée, on peut voir
trois étapes où le Bitcoin a eu des phases de type bulle spéculative. Donc on peut voir la première où le Bitcoin valait 4 centimes au début, où il a atteint 15, 20 dollars. Ensuite il a crash jusqu'à 2 dollars. Et attention, l'échelle est logarithmique. Du coup, les variations sont d'autant plus prononcées quand on augmente. Ensuite, il y a eu encore une étape spéculative quand le Bitcoin a valu 100 dollars et qu'il est monté jusqu'à 1000 dollars. Et finalement, récemment, donc en 2018, le Bitcoin était à 1000 dollars et il a atteint près de 20 000 dollars. Dans cette partie, nous allons procéder à une analyse de cas sur l'intelligence artificielle. Je commencerai par vous expliquer quels sont les deux types d'intelligence artificielle qu'il est possible d'implémenter, puis leur évolution exponentielle et les enjeux de l'utilisation de ces dernières. Samuel enchaînera avec les limites que nous avons pu apercevoir en les utilisant, et, pour terminer, procédera à une interview d'une intelligence artificielle. Enfin, au vu des éléments avancés, il conclura si l'engouement sur les intelligences artificielles est une bulle spéculative ou non. Je vais donc vous présenter les deux types d'intelligence artificielle qui sont les plus communs. Le premier type, qu'on appelle couramment le backtracking, consiste à explorer un arbre des différentes possibilités dans un domaine donné et mesurer le gain potentiel à chaque pas, afin de déterminer, avec plusieurs coups d'avance, le bon chemin à prendre. Avec cette technique, il est possible de couvrir toutes les possibilités pour un jeu, comme cela a été réalisé avec le tic-tac-toe ou bien le jeu de dames anglaise, mais très rapidement, il devient impossible d'utiliser cette méthode, car pour un certain jeu, comme le jeu de Go ou bien les échecs, le nombre de possibilités dépasse le nombre d'atomes de l'univers. Pour pallier à ce problème, nous utilisons un autre type d'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning. Pour résoudre ces nombreux calculs plus efficacement, l'algorithme de machine learning utilise des données déjà existantes pour ajuster différents paramètres et tenter de reconnaître des patterns gagnants ou perdants pour un coût donné. Ainsi, avec de nombreuses données d'entraînement, nous pouvons obtenir des algorithmes relativement fiables qui apprennent à jouer correctement et automatiquement. Le machine learning utilise des neurones artificiels, des sortes de reproduction très basiques des neurones humains, et cela permet de reproduire, de manière extrêmement simplifiée, certains comportements du cerveau humain. Dans tous les cas, les intelligences artificielles ont besoin d'ordinateurs qui peuvent faire beaucoup de calculs à la fois. C'est d'ailleurs pour cela que leur utilisation a augmenté de manière exponentielle, comme c'est le cas pour la puissance de calcul des ordinateurs. Pour illustrer cette évolution, je vais vous parler de 3 étapes connues dans la compétition entre les intelligences artificielles et les êtres humains. En 1997, Deep Blue devient la première intelligence artificielle à battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Cette victoire a complètement bouleversé le monde des échecs et révolutionné la façon qu'ont les joueurs professionnels d'aborder le jeu. Les ordinateurs ont également découvert de nouvelles stratégies et de nouveaux enchaînements de coups qui n'étaient pas connus jusque-là. La seconde intelligence artificielle qui a beaucoup fait parler d'elle dans le monde du jeu est AlphaGo, qui, en 2016, a réussi à battre au jeu de Go le champion du monde Lee Sedol lors d'un match en 5 manches qu'AlphaGo a gagné avec le score de 4-1. Suite à cette défaite, Lee Sedol a mis fin à sa carrière en jugeant qu'il n'y avait plus d'intérêt de jouer à un jeu où l'IA est invincible. De plus, depuis quelques années, de nombreux géants du monde de la technologie se sont intéressés aux intelligences artificielles en investissant des budgets faramineux. Par exemple, Netflix a développé une intelligence artificielle qui adapte les miniatures, les bandes annonces, les acteurs et le style mis en avant en fonction de nos préférences cinématographiques habituelles. En constatant l'augmentation drastique de l'utilisation des intelligences artificielles, beaucoup d'acteurs s'y sont intéressés, et cela a fait émerger 3 enjeux majeurs. Pour exprimer le premier enjeu, j'aimerais citer Laurent Alexandre, un chirurgien, entrepreneur et militant politique français, qui a dit « Sans une politique volontariste en faveur de l'intelligence artificielle, la France pourrait devenir le Zimbabwe de 2080. » Cette citation illustre le fait qu'il est important pour les États et les entreprises d'investir dans le domaine de l'intelligence artificielle afin de ne pas être dépassés d'ici quelques années. Le second enjeu, qui est beaucoup défendu par les personnes sceptiques à propos des intelligences artificielles, est
Comment fait-on pour éviter que les IA prennent le contrôle du monde et qu'elles ne péjorent les êtres humains? Cet enjeu est très important pour les entreprises qui gèrent des intelligences artificielles qui ont un impact direct sur le grand public, comme Tesla avec les voitures autonomes par exemple. Il est crucial pour ces sociétés de rassurer le consommateur sur l'absence de danger que représentent les intelligences artificielles. Le dernier enjeu est de réussir à contrôler les intelligences artificielles pour éviter les erreurs ou les déconvenues qui peuvent très rapidement mener à des conflits politiques ou humains. C'est le sujet de la prochaine partie de cette présentation qui va parler des limites que nous avons pu percevoir en utilisant les intelligences artificielles. Je vais donc vous parler de 3 erreurs qu'ont fait des IA de Google, Facebook et Microsoft ces dernières années. La première erreur provient de l'algorithme de reconnaissance d'image de Google qui a assimilé à une image de basse qualité avec des personnes de couleur noire la catégorie gorille. Cette erreur est due au fait que l'algorithme de reconnaissance d'image n'était pas assez précis. La seule solution trouvée par Google pour éviter ce problème a été de retirer la catégorie primate des possibilités de reconnaissance de l'algorithme. La seconde bourde provient de Facebook qui a traduit un texte chinois émanant du gouvernement en anglais en traduisant Xi Jinping, le président du Parti communiste chinois, par Mr. Shithole. Cette erreur a failli causer un incident diplomatique entre la Chine et les États-Unis. Facebook s'est excusé et, pour résoudre le problème, a ajouté une exception dans son algorithme pour éviter la traduction des noms propres. La dernière erreur dont je vais vous parler concerne Microsoft, qui a entraîné une IA sur Twitter pour tenter de reproduire des comportements humains lors des interactions sociales avec les utilisateurs de ce réseau. Comme nous pouvons le voir dans ces captures d'écran, au début, tout se passe bien. L'IA dit qu'elle est contente de discuter avec les humains, qui sont des êtres super cool. Les problèmes arrivent 13h30 plus tard, lorsqu'elle dit « Ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de gentil, je déteste juste tout le monde ». 2h40 plus tard, elle se radicalise. Elle dit qu'elle déteste les féministes, qu'elles devraient toutes mourir et brûler en enfer. Puis 4 minutes plus tard, elle ajoute « Hitler avait raison, je déteste les juifs ». Après ce tweet, Microsoft a éteint l'intelligence artificielle qui n'a plus rien posté. Les problèmes liés à cette IA sont apparus à cause des nombreuses personnes qui lui ont envoyé des tweets haineux. Comme une IA ne fait pas la différence entre le bien et le mal, elle est simplement le reflet des données avec lesquelles elle est entraînée, ce qui a causé ce problème. Après avoir vu ces quelques éléments qui concernent les intelligences artificielles, nous allons poser quelques questions à une petite IA pour tenter de prendre du recul par rapport à la situation. Première question, y a-t-il des domaines où les IA sont plus performantes que les humains? Oui, tous les domaines nécessitant un grand nombre de calculs, ainsi que les domaines où le pourcentage d'erreur des êtres humains est important, comme la reconnaissance de cancer sur une IRM par exemple. Dans tous ces domaines, nous, les intelligences artificielles, sommes meilleurs que les hommes. Très bien, merci de ta réponse. Deuxième question, on entend souvent la chose suivante. Les IA vont remplacer beaucoup d'humains pour des travaux simples et répétitifs, caissiers dans les supermarchés, production, etc. Qu'en penses-tu? Il est effectivement probable que les intelligences artificielles remplacent les humains, surtout ceux à qui l'on assigne des tâches précises, simples et répétitives. Cependant, pour des tâches qui demandent de prendre des décisions basées sur des interactions sociales, comme une secrétaire par exemple, c'est bien moins probable. D'accord. Alors voici la dernière question. Que penses-tu du fait qu'un enfant, en ayant vu 2 fois un chat, puisse durant toute sa vie dire avec 99% de certitude si ce qu'on lui montre est un chat ou n'est pas un chat, alors qu'une IA, même avec des centaines de milliers d'images, n'arrive pas à une telle précision? Une intelligence artificielle ne reproduit pas le comportement du cerveau humain, mais utilise des algorithmes de machine learning. Avec les technologies actuelles, c'est un résultat logique, qui est dû au fait qu'un humain sait ce qu'il doit analyser dans une image, contrairement à une intelligence artificielle, qui elle, analyse uniquement les pixels de manière pragmatique. D'accord. Merci de ta participation et de ces réponses qui nous apportent un regard nouveau sur la situation. Au vu des éléments présentés dans cette dernière partie, il est difficile de statuer sur la présence ou non d'une bulle spéculative concernant les IA, car il existe de nombreuses promesses
qui semblent réalistes sur le moyen terme, comme les voitures autonomes, qui devraient probablement arriver durant cette décennie. Spéculer sur ce type de projet peut donc être un très bon investissement, surtout en prenant compte des bénéfices économiques que pourraient donner les voitures autonomes. Mais il existe également de nombreux projets qui sont beaucoup moins réalistes, mais tout aussi populaires, et c'est lorsqu'on investit dans ceux-ci qu'une bulle spéculative peut se créer. De plus, les investisseurs ne sont pas forcément au courant du fonctionnement d'une IA et investissent donc dans des entreprises qui ont un discours prometteur. Il est donc probable que le prix des actions dans ce domaine baisse à un moment donné pour ensuite reprendre de la valeur car les promesses des IA risquent d'être toutes tenues sur le très long terme. Cette vidéo est désormais terminée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous espérons vous avoir davantage éclairé sur le sujet des bulles spéculatives et nous vous souhaitons une bonne journée.